reprise. Chers collègues, la séance est reprise et le micro est remis en marche. Chers collègues, notre ordre du jour appelle à présent l'examen du projet de loi adopté par le Sénat autorisant l'approbation de 2 accords avec le Sénégal et le Sri Lanka, respectivement signés les 7 septembre 2021 et 23 février 2022, sur l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle aux personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre. Donc, projet de loi numéro 1276, dont M. Alain David est rapporteur. À l'instar d'accords similaires avec le Kosovo et Andorre, dont nous avons autorisé l'approbation cette année, les 2 accords dont il est ici question s'inscrivent dans la stratégie engagée en 2015 par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, afin de permettre aux conjoints des agents affectés à l'étranger de travailler sur place sans préjudice de leur statut diplomatique ou consulaire ou de certaines immunités associées. En fait, pour résumer, le but de ces textes, c'est de faciliter la vie quotidienne des familles de diplomates français, sénégalais et sri-lankais. À la différence des accords dont nous avons précédemment débattu, le nombre de personnes concernées ne sera pas en l'espèce négligeable. Les diplomates français en poste au Sénégal ont 68 conjoints, 89 enfants à charge, et leurs homologues sénégalais en France, 28 conjoints, 69 enfants et ascendants. Au Sri Lanka, les diplomates français ont 14 conjoints, leurs homologues sri-lankais en France ont 10 conjoints et 8 enfants enregistrés. Donc, ça touche un certain nombre de personnes. Le projet de loi dont nous sommes saisis a été adopté par le Sénat le 24 mai dernier. Et donc, chers collègues, cher rapporteur Alain David, je vous laisse la parole pour nous détailler votre analyse et vos conclusions. Madame la Présidente, chers collègues, je suis très heureux d'accueillir Monsieur le Président du groupe d'amitié France-Sénégal. Ici présent, notre commission est saisie d'un projet de loi visant à autoriser l'approbation de 2 accords similaires conclus respectivement avec le Sénégal et avec le Sri Lanka en septembre 2021 et en février 2022. Le Sénat a déjà adopté ce texte au mois de mai dernier. Ces 2 accords partagent un même objectif, à savoir faciliter l'accès au marché du travail local des membres des familles des agents des missions officielles. En pratique, il s'agit essentiellement des conjoints d'agents, même si les enfants entre 18 et 21 ans sont également couverts par les accords. Il faut remettre ces accords dans le contexte plus global d'un projet de réforme du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, lancé en 2015 dans le but de modernisation du cadre d'expatriation des agents et poursuivi aujourd'hui dans le cadre du plan d'action du ministère en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Notre commission a ainsi été saisie de plusieurs projets de loi autorisant l'approbation de ce type d'accord depuis le début de la législature conclue avec le Kosovo et avec la Principauté d'Andorre, eux-mêmes précédés par une dizaine d'accords sous la législature précédente. En tout, la France est liée par des accords bilatéraux de ce type avec 28 États, auxquels s'ajoute l'échange de notes verbales avec une dizaine de pays, dans le même objectif de facilitation de l'accès au marché du travail pour les conjoints d'agents. Pour rappel, en l'absence d'accord et en dehors de l'espace économique européen et de la Suisse, les membres des familles des agents de mission officielle disposent d'un statut qui peut constituer un obstacle pour exercer une activité rémunérée. Ainsi, si les conventions de Vienne de 1961 et 1963 sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires n'interdisent pas le travail rémunéré des personnes à charge des agents des missions officielles et prévoient des exceptions à certains privilèges et immunités en cas d'exercice d'une activité professionnelle salariée, elles n'en confèrent pas moins un statut spécial susceptible de faire obstacle à l'exercice d'une telle activité.
L'entrée en vigueur des accords qui nous intéressent aujourd'hui permettra donc une adaptation juridique qui a été complétée en France par la mise en place d'une procédure administrative simplifiée. Au-delà de cette adaptation juridique, c'est une modernisation du cadre d'expatriation des agents qui est permise, indispensable pour répondre à des évolutions sociales déterminantes telles que la progression du taux d'emploi féminin au sein du corps diplomatique et de façon plus globale. En revanche, si le Sénégal et le Sri Lanka ne reconnaissent pas d'union légale entre deux conjoints du même sexe, en conséquence, les conjoints français du même sexe ne peuvent pas obtenir dans ces pays de titre de séjour en qualité de conjoint, ni se prévaloir de cette qualité. Ils ne sont donc pas couverts par le champ des accords, comme c'est le cas avec plusieurs autres pays qui peuvent néanmoins obtenir des titres de séjour de droit commun et accéder de cette façon au marché du travail local. Si les accords bilatéraux avec le Sénégal et le Sri Lanka concerneront directement un nombre modeste de personnes, une dizaine de conjoints ont dans chacun de ces pays manifesté leur intérêt à ce stade. Il faut donc le resituer dans un cadre beaucoup plus global. En outre, ces accords bilatéraux pourront faciliter le recrutement d'un personnel de qualité par le réseau diplomatique, consulaire et culturel français, tandis que 250 entreprises françaises sont implantées au Sénégal et peuvent être susceptibles d'embaucher des ressortissants français présents sur place. Je vous précise pour conclure que le Sri Lanka a achevé son processus de ratification interne qui est encore en cours côté sénégalais. Ainsi, mes chers collègues, je vous invite à voter sans réserve en faveur de l'approbation de ces deux accords et je vous en remercie. Merci, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. Je vais maintenant passer la parole aux orateurs des groupes et le premier orateur sera Florent Boudier, que nous accueillons bien volontiers aujourd'hui dans cette commission des Affaires étrangères. Merci, quand même. Merci, Madame la Présidente. D'abord, je vous remercie de m'accueillir ici dans cette commission. C'est un honneur pour moi. Et je constate d'ailleurs qu'on applaudit dans cette commission le président de la commission. J'ai assisté à l'audition préalablement. Je suggère qu'il en soit de même dans toutes les commissions. C'est la seule fois où vous l'avez fait. Bon, d'accord. Donc c'était un mauvais exemple. Et puis, tout ça sous le regard, bien sûr, de notre collègue Alain David. Nous partageons d'être tous les deux députés de la Gironde, mais de la rive droite, ce qui est une singularité. Alain David l'a rappelé dans son intervention, le processus qui consiste à faciliter par voie conventionnelle le travail salarié des agents diplomatiques et consulaires a été lancé, je dis ça pour faire plaisir à Alain, par François Hollande. Ça me fait plaisir aussi, parce que j'appartenais à cette majorité alors. Mais également par Jean-Yves Le Drian, ce qui fera plaisir à pratiquement tout le monde dans la salle, par ailleurs. C'est un processus important parce que les conditions de travail salariés des agents diplomatiques et consulaires dans les États où nous sommes représentés, c'est-à-dire la plupart des États, sont parfois assez difficiles, très insécures, et donc il est important qu'un cadre conventionnel soit adopté pour ce faire. Je rappelle quand même l'intensité de nos relations avec le Sénégal. 16 millions d'habitants, une coopération sur le plan culturel, par exemple, très importante, une coopération générale très importante sur les plans institutionnels en particulier, mais aussi premier investisseur, s'agissant de la France, sur le plan économique dans ce pays très important, dont les dernières péripéties, si j'ose dire diplomatiques, sont plutôt rassurantes. Je fais référence, bien sûr, à la déclaration du président Macky Sall il y a maintenant 48 heures. Et puis, le Sri Lanka, sur un processus qui a été plus long, puisque le processus a été entamé pour aboutir à cet accord en 2005, signé simplement en 2022. Mais nous avons aussi, sur place, 4 alliances françaises implantées, ce qui est une représentation importante. Vous l'avez dit, Madame la Présidente, au total, ce sont 68 conjoints et conjointes des 117 agents français travaillant à l'ambassade de France au Sénégal qui sont concernés, 187 agents sénégalais travaillant en France
au sein de l'ambassade du Sénégal ou encore de l'UNESCO, 14 conjoints d'agents français au Sri Lanka et autour de 21, si mes souvenirs sont exacts, conjoints sri-lankais ici en France. Voilà, ce sont de bons accords, évidemment, qui s'inscrivent dans une continuité, vous l'avez dit, de l'ensemble des accords équivalents qui ont été adoptés. Et puisque ce sont de bons accords, je ne doute pas qu'il sera adopté, ce projet de loi, unanimement. Merci. Merci, chers collègues. Alors, Alain David, est-ce que vous voulez répondre d'un Girondin à un autre Girondin? Oh oui, tout à fait. Oui. Alors, comme l'a dit le président du groupe d'amitié France-Sénégal, c'est vrai que la situation, je ne dis pas clarifiée au Sénégal par la déclaration du président sénégalais. Nous pouvons espérer des élections qui vont effectivement renouveler la classe politique du Sénégal. On avait quelques inquiétudes récemment lorsqu'en juin, Macky Sall, le président actuel, s'est rendu à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Vladimir Poutine, et on s'inquiétait quand même de l'avenir et surtout d'accords éventuels qui pouvaient être passés entre un certain nombre de pays africains, dont le Sénégal et la Russie. Mais l'avenir nous dira comment l'avenir de nos relations peut être stabilisé. En ce qui concerne l'emploi, je l'ai indiqué tout à l'heure, sur la totalité des bénéficiaires possibles, une dizaine de conjoints et conjointes de diplomates et de personnel de nos ambassades ont émis la volonté de travailler dans ces deux pays d'ailleurs. Une dizaine au Sri Lanka et une dizaine au Sénégal, sur le nombre total. Alors, se pose le problème, effectivement, du salaire minimum dans ces pays. Le salaire minimum au Sri Lanka n'est pas forcément très incitatif pour l'épouse ou l'époux d'une diplomate de travailler. Néanmoins, je l'ai indiqué, il y a de nombreuses... au Sri Lanka, un peu moins, mais au Sénégal, il y a de nombreuses entreprises françaises qui sont installées et qui peuvent proposer des emplois et des débouchés plus rémunérateurs à nos personnels, aux conjoints ou conjointes de personnel diplomatique. Voilà donc ce qu'on peut dire, c'est une avancée. Hein. C'est une avancée sociale et également parce que ça concerne pas mal de femmes de diplomates, même si aujourd'hui, on a tendance à assister à un rééquilibrage homme-femme au niveau de la diplomatie. Hein. Mais néanmoins, on est sur un vieux modèle qui était en pleine évolution et qui faisait qu'il y avait beaucoup plus d'hommes diplomates. Voilà, mais on part vers l'égalité homme-femme d'une manière très nette. Merci, chers collègues. Je vous ai laissé 15 secondes de plus parce que vous évoquiez la féminisation des postes diplomatiques. C'est un sujet qui m'est cher. Donc, c'est le privilège de la présidente de pouvoir utiliser ces quelques secondes. Alors, normalement, dans l'ordre des groupes, ça serait le Rassemblement national, mais je crois que nous attendons Monsieur Joly, qui est en route. Donc, je vais passer la parole à la France Insoumise. C'était Monsieur Le Gall. Vous passez votre tour également, le temps peut-être qu'il arrive. Alors, pour les Républicains, je n'ai personne. Pour le groupe démocrate, j'aurai Monsieur Fabien Lenné. N'est pas là. Pour les socialistes et apparentés, personne, mais vous l'avez bien représenté. Je vais donc passer la parole à Horizon et apparentés, Madame Cochert. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Alors, notre groupe tient tout d'abord à vous remercier pour votre travail et à souligner l'importance de ce projet de loi pour garantir un emploi aux familles des diplomates français qui en manifestent le souhait. L'expatriation des familles de diplomates peut s'avérer difficile dans des pays où le manque d'attache personnelle, les barrières linguistiques, la situation économique et sociale de la région rend d'autant plus compliquée leur insertion sociale.
Il devient alors plus que nécessaire de favoriser l'accès à l'emploi pour ces familles. C'est un vecteur de renforcement du lien social, mais aussi une manière pour ces dernières d'être plus indépendantes. Or, cela a été rappelé à plusieurs occasions. Les conventions sur les relations diplomatiques et consulaires de 1961 et 1963 ne permettent pas aux familles de diplomates d'exercer une activité lucrative dans le pays d'accueil sans risquer la levée de certaines immunités pénales, civiles ou administratives. Il convient donc de signer des accords avec les pays d'accueil et ainsi garantir une protection des familles de diplomates de manière équitable. 28 accords similaires ont été signés, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, et nous avons déjà eu l'occasion d'examiner dans cette commission les projets de loi d'approbation de plusieurs d'entre eux au cours de cette législature, pour le Kosovo notamment et pour Andorre. Il en est de même pour le Sri Lanka et le Sénégal. Certains conjoints du personnel diplomatique au Sri Lanka ont exprimé leur désir de travailler dans le domaine du tourisme et d'autres au Sénégal pourraient bénéficier de ces dispositions à la faveur de la coopération étroite qui existe entre nos deux pays. Nos partenariats sont nombreux. La France s'inscrit comme le premier bailleur d'aide publique au développement au Sénégal et les engagements de l'Agence française de développement s'élèvent à plus de 700 millions d'euros au Sri Lanka pour le financement de projets dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de l'assainissement, de l'aménagement urbain, de l'irrigation, du transport, de la santé et de la protection sociale. Le groupe Horizon, vous l'aurez compris, votera donc pour soutenir l'approbation de ces deux accords. Je vous remercie. Une réponse, Anna David ? Non, parce qu'il n'y avait pas de question, mais si ce n'est un accord sur le texte. Je voudrais préciser un point. Tout à l'heure, je vous ai indiqué que ces deux pays ne reconnaissaient pas le mariage pour tous, en quelque sorte. Et que nous allons poursuivre, je pense, dans le cadre des négociations, un travail d'approche pour arriver à les convaincre d'accepter ou de changer leur législation, ou tout au moins leur façon de faire et de voir les choses de notre société. Donc c'est un travail de longue haleine qui va être mis en place au même titre que on essaie de faire évoluer dans le domaine de la justice, etc., dans d'autres domaines, les relations avec les différents pays avec lesquels nous passons des conventions. Merci. Alors, pour laisser le temps aux représentants de LFI NUPES d'arriver, de se poser, je vais donner la parole au vice-président Jean-Paul Lecoq au nom de GDR. Merci pour cette prise de parole tôt dans la commission, ce qui n'arrive pas souvent. D'abord, je suis interpellé par justement la question des couples de même genre. Je pense que la France ne reconnaît pas la polygamie, j'espère, et que les diplomates polygames ne peuvent pas venir. Non, mais ça fait partie des règles qu'il y a. Et donc voilà, donc j'espère que les choses vont évoluer dans ce domaine. Alors bon, mis à part ça, qui nous aurait fait peut-être nous abstenir ou pas être d'accord avec cet accord, on le votera quand même parce qu'il y a quand même un sujet. Moi, je voudrais dire un mot quand même sur la situation au Sénégal et au Sri Lanka, comme chacun le fait, car les situations politiques sur place sont extrêmement tendues, bien que totalement différentes. Au Sénégal, la tension pourrait retomber d'un cran, puisque l'annonce avant-hier du président Macky Sall de ne pas briguer de troisième mandat présidentiel, même s'il a précisé en même temps que la Constitution l'y autorisait, ce que, en ce qui nous concerne, nous contestons. Nous resterons vigilants et nous maintiendrons la solidarité internationale avec tous les élus et les militants sénégalais que nous avons rencontrés. La communauté internationale devra surveiller le déroulement de ce scrutin, d'ailleurs, en s'assurant que tous les candidats puissent se présenter. Au Sri Lanka, c'est tout l'édifice de l'État qui menace de s'effondrer. Il faut l'avoir en tête. Déjà du fait de la crise économique extrêmement brutale et que le Fonds monétaire international utilise pour mettre en place des réformes ultralibérales en échange d'un prêt indispensable à la survie de cet État. Mais cette crise est devenue politique l'été dernier et a aggravé la situation du peuple, et en particulier, une fois de plus, des Tamouls, qui sont déjà largement opprimés par cet État. Le Sri Lanka doit panser les terribles plaies de la guerre civile qui s'est terminée dans un bain de sang en 2009. Les diverses résolutions du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, comme la résolution 41, visant à favoriser la réconciliation et l'établissement des responsabilités et promouvoir les droits de l'homme au Sri Lanka, insiste sur le non-respect d'une partie des obligations du gouvernement central en matière de justice transitionnelle,
de restitution des terres spoliées aux Tamouls et dénonce les régulières violations des droits humains et religieux des Tamouls, qui subissent encore des destructions de monuments religieux et des violences régulières. En France, dans la diaspora tamoule et sur place, l'immobilisme de cette situation provoque une forte colère de la part des associations. Avec cette crise, l'exécutif du Sri Lanka tente quelques pas envers les Tamouls des diasporas pour qu'ils réinvestissent dans l'île sans toutefois faire les gestes de justice suffisants. Et nous espérons que ce type d'accord diplomatique entre nos deux pays et la présence de diplomates puisse faire avancer cette question du respect des droits des peuples dans ces États. Voilà, Madame la Présidente. Merci beaucoup de votre bienveillance. Merci pour cette intervention. Une réponse, Alain David ? Oui, bien sûr. Bien sûr que nous devons tenir compte de la situation à la fois politique, sociale dans ces pays avec lesquels nous passons des conventions. Mais le fond du problème, c'est de faire avancer les droits des conjoints et des conjointes de nos diplomates et des diplomates de ces pays qui sont sur notre territoire. Donc c'est vrai que l'amélioration des conditions de vie dans ces deux pays et la modification d'un certain nombre de conditions politiques est une quête. Mais c'est un travail de très longue haleine qui est mené donc avec ces pays. Le Sénégal, j'espère qu'on va arriver, compte tenu de la proximité que nous avons avec le Sénégal, j'espère que nous aurons la possibilité très rapidement d'améliorer ou de normaliser tout au moins des relations, de poursuivre des relations normalisées telles que nous les avons entreprises jusqu'à aujourd'hui. Et j'en profite pour remercier d'ailleurs Maxine Guéraud pour la précieuse contribution qu'elle a apportée à la constitution de ce dossier. Merci. Merci. Alors, je reprends l'ordre des groupes pour le Rassemblement national. Toujours pas. Donc, ça va être le tour de la France insoumise. Monsieur Le Gall, pour 2 minutes 30. Merci, Madame la Présidente, la Vice-présidente et Monsieur le rapporteur. Alors, bon, même si ces textes ne sont pas parfaits, nous les voterons. Ils constituent de réelles avancées. C'est vraiment important qu'on tienne compte en effet de l'évolution d'une diplomatie moderne. Et il est fini depuis longtemps le temps où l'ambassadeur ou plus rarement l'ambassadrice partait en poste sans qu'on ait à se soucier de son environnement familial, etc. etc. Et d'ailleurs, pendant tous les débats qu'il y a eu autour de la réforme des corps diplomatiques, auxquels je vous rappelle que nous sommes tous opposés, mais ça faisait partie des choses qui revenaient de manière récurrente. Oui, il fallait faire évoluer certaines choses au Quai d'Orsay, et notamment une meilleure prise en charge des entourages familiaux, etc. Et j'insiste aussi sur l'intérêt que ça aille dans les deux sens, ce qui est le cas dans ces textes. D'abord pour une question de réciprocité et de droit, mais aussi pour l'image de notre pays. Il est très important que les familles de diplomates, qui sont aussi des influenceurs, puissent avoir le meilleur accueil qui soit dans notre pays. Alors évidemment, même si ce n'est pas l'objet de ces textes, on ne peut pas, comme l'a fait en effet notre collègue Lecoq, on ne peut pas ne pas évoquer quand même les situations dans les deux pays malgré tout. On ne peut pas se contenter de voir des textes purement techniques, même si ce n'est pas l'objet de ces propositions de loi. Au Sénégal, on a accueilli avec un relatif soulagement l'annonce du président Sall qu'il ne se représentera pas, parce que ça aurait tout simplement fait 1000 pays à feu et à sang. On reste vigilant sur 2 points. Le premier, c'est que il ne revienne pas sur sa décision, puisqu'il a dit que selon lui, la Constitution l'y autorise, ce qui n'est pas... Et le deuxième point, c'est de savoir qui aura le droit de se présenter. Parce que ce n'est pas tout de savoir que lui ne se présente pas, mais qui aura le droit de se présenter. Et au Sri Lanka, sans revenir sur les décennies de guerre civile et d'une cruauté extrême, je pense en effet que la France aurait tout
intérêt à s'associer, à appuyer les demandes de l'ONU d'une enquête pour qu'il y ait une réconciliation dans le pays. Voilà, je vous remercie. Merci. Une réaction? Non, pas de remarque. Tout à fait d'accord avec les remarques qu'a fait notre collègue sur les considérations que l'on peut avoir par rapport à ces deux pays et la prudence que nous devons avoir et surtout la surveillance très étroite des conditions effectivement démocratiques dans ces pays, quoi. C'est vrai que l'entourage du président actuel avait tendance à dire que la décision du président avait été mûrement réfléchie et que la Constitution, la nouvelle Constitution, lui donnait la possibilité de remettre les pendules à zéro. Mais je ne sais pas, cette interprétation n'est pas tout à fait la nôtre non plus. Je crois que le pays va se stabiliser, quoi, apparemment. Mais qui aura le droit de se présenter, effectivement? Surtout qu'un des principaux opposants est actuellement des problèmes avec la justice et que ça peut poser d'énormes problèmes. Voilà. Bon, écoutez, pas d'autres remarques. Merci. Alors, je vais donner la parole au Rassemblement national, Monsieur Alexis Joly. Je remets les compteurs à zéro et les pendules à l'heure et vous avez donc 2 minutes 30. Merci Madame la Présidente et je vous prie de m'excuser Monsieur le rapporteur. Alors ces deux accords ont pour objectif d'optimiser et de pérenniser la présence et le cadre de vie de nos diplomates au Sri Lanka et au Sénégal. Sur le plan géopolitique, le Sénégal étant un pays francophone et notre présence diplomatique étant fortement contestée en Afrique par l'accroissement des influences russes et chinoises, tout accord visant à améliorer les conditions d'exercice du mandat de nos représentants dans ce pays est bien sûr une bonne nouvelle, même si bien sûr il ne s'agit pas d'un texte majeur qui permettra un renforcement décisif de notre diplomatie. Et sur le fond, le cadre juridique très protecteur entourant la fonction diplomatique a effectivement pour revers de la médaille d'empêcher parfois les ambassadeurs et leurs familles d'intégrer véritablement la société des pays dans lesquels ils sont affectés, puisque le statut et l'immunité qui leur sont accordés étant parfois considérés comme un danger pour les locaux souhaitant conclure des contrats et des accords avec eux, et notamment pour établir des relations de travail employeur-employé. La protection et la sécurité juridique dont bénéficient les diplomates est ainsi vue, à contrario, comme une insécurité juridique pour les tiers. Et il est bien sûr nécessaire de corriger cette contrepartie des privilèges diplomatiques par des dispositions dérogeant aux règles communes du droit international par des accords bilatéraux entre les pays concernés. Alors ce texte, qui n'est pas le premier du genre, va permettre aux familles des diplomates en mission de ces pays d'exercer une activité salariée tout en conservant le statut. Le cadre d'exercice de la fonction diplomatique évolue en même temps que l'ensemble de la société. Il devient difficile pour les familles des ambassadeurs de se contenter, comme elles le faisaient auparavant, d'exister uniquement à travers la prestigieuse fonction du membre de la famille qui en est chargé. Les conjoints des ambassadeurs notamment veulent et doivent pouvoir exercer une activité professionnelle en parallèle du travail de leur mari ou de leur femme. Alors ce texte va dans le bon sens et notre groupe lui apportera donc tout son soutien. Je vous remercie. Merci. Une réaction? Okay, comme je le disais, pas toujours facile de trouver un emploi dans ces pays, surtout compte tenu de la faiblesse quelquefois des revenus du travail. Hein, et le salaire minimum étant très bas, c'est sûr que ça pose d'énormes difficultés. L'inverse d'ailleurs par exemple les Sénégalais ou les Sri Lankais qui viendraient en France et qui pourraient travailler en France. Eux, ils auraient des conditions nettement améliorées par rapport à la situation dans leur pays. Et vous l'avez dit, l'immunité parlementaire, pas parlementaire, l'immunité diplomatique, en quelque sorte, peut poser d'énormes problèmes dans les relations de travail et qui empêchait jusqu'alors d'avoir des emplois pour un certain nombre de conjoints ou conjointes de diplomates. Donc c'est une avancée très, très importante,
mais il convient également de poursuivre pour signer avec d'autres pays. Hein. C'est en cours d'ailleurs et la sollicitation est forte. Merci. Pour le groupe démocrate, je passe la parole à Fabien Lenné pour 2 minutes 30. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. En droite ligne des projets ministère du XXIe siècle et Action publique 2022 lancés par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en 2015 et 2017, les accords que nous examinons aujourd'hui participent à la modernisation du cadre d'expatriation de ces personnels en poste à l'étranger. Alors que nous avions déjà examiné cette année un tel accord avec le Kosovo et que le gouvernement a récemment présenté un texte identique avec le Panama, mon groupe se réjouit que nous avancions sereinement vers l'objectif affiché de 80 pays au sein desquels les membres des familles des agents des missions officielles pourront accéder au marché du travail sans perdre intégralement la spécificité de leur statut. La mission de nos diplomates est exigeante de bien des manières et l'on ne saurait oublier les importants efforts familiaux qu'elle demande. C'est donc un progrès très notable que les États prennent conscience collectivement que de tels accords peuvent faciliter la vie de ceux qui les représentent partout dans le monde. Pour autant, comme l'indique votre rapport, si certains conjoints ont pu faire part de leur souhait de profiter des avancées du texte, les emplois dans ces pays sont parfois peu rémunérés, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, et nécessitent une maîtrise de la langue locale. Mais ces avancées ne doivent pas simplement être regardées pour leurs implications sur les expatriés français. En effet, le coût de la vie étant élevé en France, ces textes représentent un pas en avant très significatif pour ceux qui accompagnent leurs conjoints en France, et ce d'autant plus que notre pays dispose d'un cadre international très développé, leur permettant de trouver certainement plus facilement du travail. Aussi, vous l'aurez compris, le groupe démocrate soutiendra ce projet de loi. Je termine en indiquant que si nous sommes amenés à ratifier de nombreux accords comme celui-ci, en réunir plusieurs dans un projet de loi comme c'est le cas aujourd'hui est une opération qui doit être renouvelée. Je vous remercie. Rien à rajouter, bien sûr. On est d'accord sur le constat et sur la nécessité de poursuivre les négociations avec beaucoup de pays pour améliorer la condition de tous nos diplomates et des familles de tous nos diplomates, où qu'ils soient. Chers collègues, apparemment il n'y a pas d'autres intervenants. Je fais une dernière vérification. Quelques mots de conclusion peut-être. L'étude de ce projet de loi nous a donné l'occasion d'aborder la diplomatie française à hauteur des hommes et des femmes qui l'exercent dans le monde et de rendre hommage finalement à leur travail et rendre hommage à leur engagement au service des intérêts de la France. Et sur la base du rapport de qualité présenté par notre collègue Alain David, nous avons pu finalement évoquer pas mal de sujets, l'actualité du Sénégal et du Sri Lanka, la féminisation des postes que nous soutenons tous, la situation des droits humains et puis les différences culturelles. C'était donc une séance intéressante et je remercie chacune et chacun pour sa contribution. La discussion générale est close et nous allons procéder maintenant au vote. Ce projet de loi numéro 1276 comporte 2 articles sur lesquels il convient de se prononcer successivement. Article 1er, approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal sur l'octroi de l'autorisation d'exercer une activité professionnelle aux personnes à charge des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, signé à Paris le 7 septembre 2021. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'article 1er est adopté. Ça n'est pas fini. Article 2. Approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République démocratique socialiste de Sri Lanka relatif à l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle salariée par les membres de la famille des agents des missions officielles de chaque État dans l'autre, signé à Paris le 23 février 2022. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'article 2 est adopté.
Ça n'est pas fini. Je mets à présent aux voix l'ensemble du projet de loi. La commission est-elle d'avis d'adopter le projet de loi numéro 1276, autorisant l'approbation de 2 accords relatifs à l'autorisation d'exercice d'une activité professionnelle salariée par les membres de la famille des agents des missions officielles au Sénégal et au Sri Lanka? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le projet de loi numéro 1276 est donc adopté sans modification. Je remercie notre rapporteur pour son travail. Et nous pouvons applaudir aussi si... voilà, mais on applaudit le rapporteur. Et Maxime Guéron. Et bien sûr, Maxine. Nous avons achevé nos travaux pour ce matin. La séance est levée. Merci à tous.